Je suis heureuse d'accueillir à mes côtés aujourd'hui Jean-Yves Hainaut du département de Loire-Atlantique, accompagné de sa collègue Yolande da Silva Ferreira, donc du département également, Aurélia Moriot de la ville de Nantes, et puis pour le conseil régional des Pays de la Loire, nous avons Marie-Estelle Sissoko et Béatrice Moudem. Voilà, donc toutes ces personnes sont vos interlocuteurs, vos interlocutrices du quotidien quand vous souhaitez présenter à ces trois collectivités des dossiers de demande de subvention pour vos projets de coopération internationale. Donc je pense qu'un grand nombre d'entre vous les connaissent déjà. Et puis, si ce n'est pas le cas, ils se présenteront tout à l'heure et vous avez facilement accès à leurs coordonnées sur les sites respectifs des collectivités, puisque ce sont un peu vos points d'entrée pour toute question sur la coopération internationale. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est leur dispositif de manière un petit peu générale et un petit peu succincte, puisque normalement, vous les connaissez tous déjà, il n'y a pas eu de changement majeur cette année sur les critères, les modalités, les thématiques éligibles, etc. Il y a eu un petit décalage de l'appel à projet de la ville de Nantes dans cet objectif justement d'harmonisation, donc avec un délai prolongé pour le dépôt des dossiers. Mais sinon, on reste grosso modo sur les règlements qui étaient existants l'année dernière et même avant ça. Et puis surtout, donc, on vous présentera le formulaire commun qui a été développé par ces trois collectivités dans un souci d'harmonisation des dispositifs et de facilitation pour les associations que vous représentez. Alors, ce travail, je vais partager un rapide diaporama. Ce travail, il a commencé à la rentrée scolaire 2020, où, avec l'appui du réseau, le département, la région, la ville de Nantes ont souhaité qu'on se questionne un peu sur les dispositifs de soutien aux acteurs de la coopération internationale et qu'on voit s'il ne pouvait pas être opportun et possible de tendre vers une harmonisation de ces cadres. On a commencé par une consultation du coup des associations en ligne. Je sais qu'un bon nombre des participants aujourd'hui avaient répondu à cette consultation. Donc pour bien repartir des prémices des discussions et de ce qui a porté la réflexion, je vais vous dire rapidement un petit peu ce qu'en était ressorti. On avait eu 27 répondants sur une période de 15 jours. Des associations dont la plupart étaient bénévoles. Et puis, vous voyez quelques associations donc, sur les parts de camembert des différentes couleurs qui avaient 1, 2, 3, jusqu'à 6 et plus employés en France. Et à l'étranger, là aussi, on voit qu'on est sur une majorité d'associations bénévoles et quelques-unes qui emploient des salariés à l'étranger. Et parmi les associations employeuses, on voit que le nombre de salariés à l'étranger est beaucoup plus conséquent que le nombre de salariés en France en général. Et effectivement, ça reflète bien la situation des quelques associations professionnalisées qu'on connaît dans le réseau. Je vais trop vite. Hop. On avait posé la même question sur les stagiaires et volontaires pour voir au-delà de ce que représentaient les associations répondantes en termes d'emploi, ce que ça pouvait représenter en termes de valorisation des jeunes, de mobilisation des volontaires, etc. Et là, on voit qu'on a quand même un petit peu plus d'associations qui faisaient appel à ces dispositifs de stage ou de volontariat pour soutenir leurs projets. Alors ensuite, sur le formulaire en lui-même, et ce qui nous intéressait, en fait, l'ensemble des répondants avaient déjà obtenu des financements, soit de la région, soit du département, soit de la ville de Nantes, ou de plusieurs dispositifs à la fois.
Donc on était sur vraiment des associations qui connaissaient ces cadres-là et qui s'y étaient essayées. Hop. Donc, on posait la question des difficultés à laquelle vous étiez confrontés dans le dépôt de vos dossiers, et les 2 premières réponses étaient la complexité des formulaires et la complexité du montage financier. Donc c'est vraiment ça qui a guidé ensuite notre démarche avec les 3 collectivités, essayer de vous rendre les choses un petit peu plus simples, de vous faire passer moins de temps sur des questions administratives pour que vous puissiez consacrer ce temps à vos projets, à vos bénéficiaires et à ce qui se passe sur le terrain. Donc, en termes d'évolution, d'amélioration des dispositifs en question, du coup, c'est le reflet de la question, des réponses à la question précédente. Les priorités qui ont été soulevées par les répondants étaient l'harmonisation des formulaires et la révision des règles de cofinancement. Voilà, la simplification des formulaires était aussi plébiscitée, mais en priorité 2, donc un petit peu moins importante. La question des calendriers faisait moins consensus parmi les associations qui avaient répondu. Voilà, on avait aussi quand même, puisque c'est notre rôle en tant que réseau régional multi-acteurs, posé la question des besoins en termes de renforcement de capacité. Et la réponse la plus plébiscitée était le besoin d'appui en termes de recherche, de financement. C'est toujours le nerf de la guerre. Une fois qu'on a imaginé, construit un projet, trouvé son partenaire, effectivement, pour qu'il puisse voir le jour, il faut trouver le moyen de le financer. Je ne vais pas plus loin sur cette concertation initiale. C'était juste pour vous montrer un petit peu d'où était parti le travail et la concertation avec les 3 collectivités qui ont fait ce travail d'harmonisation de leur dispositif. Je partage maintenant une autre présentation. Je vais pas vous en dire beaucoup plus, je vais laisser la parole aux collectivités pour qu'elles présentent d'abord leur dispositif, et puis après on entrera dans le détail des nouveaux formulaires. En tout cas, ce qu'il est important de retenir, c'est que même si on a travaillé à cette harmonisation du formulaire, chaque collectivité garde bien un règlement distinct, des critères d'évaluation distincts et une instruction distincte. Donc voilà, vous avez la possibilité maintenant de déposer le même dossier à 3 collectivités, ce qui vous facilite quand même la vie, je l'espère, mais l'acceptation du projet par l'une n'engage pas les autres, et il reste essentiel de prendre connaissance des 3 règlements, en tout cas des règlements des dispositifs auxquels vous souhaitez émarger, parce qu'il faudra faire attention à ce que vous remplissiez bien les critères en termes justement de montage financier, de cofinancement, de thématiques, de pays éligibles, etc., etc. Donc, formulaire commun, mais ça reste quand même des dispositifs distincts qui sont instruits séparément. Même si l'idée est aussi d'avoir de plus en plus de dialogue entre ces collectivités. Je vais m'arrêter ici pour le moment et puis laisser la parole peut-être à Aurélia pour la ville de Nantes pour nous présenter l'appel à projet de développement international solidaire. Oui, bonjour, merci Mathilde. Bonjour à toutes et tous. Donc Aurélia Morio, je suis chargée de mission au service Solidarité et Coopération internationale à la ville de Nantes. Donc j'ai en charge notamment l'étude des dossiers de demande de subvention dans le cadre de l'appel à projet Développement international solidaire, autrement appelé APDIS, qui est un peu plus court. Alors cet appel à projet, il est ouvert à toutes les associations qui ont un siège à Nantes et qui ont également 2 ans au minimum d'existence.
En termes de thématiques, vous voyez, c'est assez large. Les projets qui peuvent être subventionnés dans le cadre de cet appel à projets touchent à la satisfaction des droits fondamentaux comme la santé, l'alimentation, l'éducation, mais aussi tout ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie ou du développement local, ou encore les thématiques comme l'environnement, le développement durable. En termes de zones géographiques également, l'ABDIS est très ouvert puisque vous voyez, que cet appel à projet est ouvert, pour les projets qui se déroulent en Afrique, subsaharienne, Afrique du Nord, Moyen-Orient également, l'Amérique latine, les Caraïbes ou encore l'Asie. Pour rentrer dans le détail, de comment candidater à l'ABDIS, vous avez donc les formulaires qui sont à télécharger, sur le site, de la ville de Nantes, où vous pouvez me contacter directement. Je vous laisserai mes coordonnées peut-être à la fin, de la session. Il y a, le formulaire CERFA, qui est à compléter et puis le formulaire commun que vous présentera, Mathilde tout à l'heure. Par rapport aux possibilités de dépôt, donc il y a 2 sessions de dépôt en fait qui sont ouverts, par an avec, le calendrier qui est ouvert pour la première session jusqu'au 1er mars. Donc comme disait Mathilde, c'est nouveau, pour cette année 2021 puisque avant les dépôts, de la première session étaient jusqu'au 15 janvier. Aujourd'hui, par rapport à ce travail d'harmonisation qui a été fait entre nos 3 collectivités et en lien avec le RRMA, on a réussi à vous permettre de déposer vos dossiers jusqu'au 1er mars pour la première session avec, du coup une étude de dossier et un passage en commission, heu, autour de la mi-avril et puis une validation en conseil municipal pour la première session au mois de juin. La deuxième session qui est ouverte, sur l'année a lieu jusqu'au 31 août, 1er septembre, avec une commission qui se tient en octobre et puis, une validation, une approbation en conseil municipal du mois de décembre. Les versements, des subventions qui sont accordées ont lieu le mois suivant la tenue du conseil municipal. En termes de montant de subvention, le plafond maximum est de 10 000 €, avec un plafond qui ne peut dépasser 20 du montant du budget de l'action. Donc c'est 10 000 € maximum, mais avec, en fonction de vos projets, et du budget de votre action, qui ne peut dépasser 20. À noter également, que votre association ne peut déposer qu'un seul projet par an. Pour aller plus loin peut-être et puis je terminerai sur ça, mais ce qui est important par rapport à votre projet, qu'est-ce qui va être regardé et qu'est-ce qui est important d'indiquer, dans vos projets de demande de subvention, c'est bien sûr de bien détailler, l'action que vous menez et le projet que vous allez mener à l'étranger et les partenaires locaux avec qui vous travaillez. Que ce soit, des partenaires associatifs, mais également, les soutiens institutionnels, que vous avez, à la fois soit financiers, ou vraiment de soutien, vraiment en tant qu'institution, que ce soit par les ministères, les mairies, concernées. Ce qui est important également, c'est de bien détailler le budget, de votre action et également le budget de votre association, puisqu'on va regarder en particulier votre capacité d'autofinancement avec, la possibilité pour vous, bien sûr, de valoriser la partie bénévolat. Donc, notamment par rapport à la réalisation de votre budget, n'hésitez pas à nous solliciter, enfin me solliciter directement pour qu'on puisse en échanger et bien, voilà, pouvoir le valoriser dans votre dossier. Hem, Autre critère, important, ça va être aussi, la valorisation ensuite de votre projet sur, le territoire nantais. C'est vrai qu'en commission, c'est vraiment un aspect qui est très regardé par les membres du jury. Comment vous allez, à la suite de votre projet ou au cours de projet, valoriser,
le valoriser sur le territoire, sensibiliser le public nantais aux enjeux de la solidarité internationale. Voilà, c'est un des objectifs aussi de la ville de Nantes, c'est pouvoir permettre par le biais de vos projets une ouverture des habitants à ces enjeux-là. Donc, n'hésitez pas, notamment dans la description de votre projet et également dans la partie du budget, à garder ou à proposer une ligne dans votre budget de valorisation voilà, de ce projet-là. Ça peut être voilà, quelques centaines d'euros, mais bien indiquer qu'à travers votre projet, bien sûr, il y a l'action sur place, mais il y a également la valorisation sur le territoire qui est prévue. De même, par rapport à la réalisation de votre projet, la partie évaluation du projet, de l'action, est attendue. C'est-à-dire qu'on va être, le jury sera vigilant à ce que vous ayez des notions de pérennisation d'action, comment vous allez permettre aux partenaires locaux une appropriation du projet, garantir une pérennisation du coup de l'action à l'issue de voilà, à l'issue de votre projet, comme je disais. Et puis, comment vous allez évaluer la qualité de votre action à travers des indicateurs, qu'ils soient financiers ou plutôt qualitatifs. Voilà un petit peu les attentes, je dirais, enfin les principales vigilances que je vous donnerai, voilà, rapidement. Bien valoriser votre budget, la valorisation sur le territoire et puis bien mesurer une évaluation de votre action. Juste pour terminer, signaler que si vous avez besoin d'être accompagné aussi par votre projet, bien sûr, le service solidarité et coopération internationale peut être là, mais on a également le service de la ville qui est le cadrant, qui peut vous accompagner dans la réalisation, au moins la partie budget, puisqu'il propose des formations plusieurs fois dans l'année. Le cadrant propose des formations sur les budgets, mais aussi un accompagnement associatif un peu plus poussé. Voilà, je pense que n'hésitez pas si vous avez des questions ou si j'ai pas été très claire sur ma présentation. Merci. Merci Aurélia. Je vois pas de main se lever ou de personne se manifester, mais je propose que de toute façon on garde plutôt les questions pour la fin autant que possible. Moi, je pense que c'était très clair ton exposé. Effectivement, tu as rappelé un peu les critères clés qui sont importants pour la ville de Nantes et on le verra. Et c'est pour ça qu'une harmonisation était quand même possible sans trop de difficultés. C'est que c'est des critères qui se retrouvent chez les 3 collectivités. La question de la pérennisation, de l'implication des bénéficiaires, des partenaires locaux, de la restitution en Pays de la Loire et de la mesure de la qualité de l'impact du projet, c'est des choses que vous retrouverez chez les 3 collectivités. Je laisse du coup maintenant la parole à Jean-Yves d'abord et puis Yolande ensuite, c'est ça pour le département? Oui, c'est ça, oui. Bonjour à toutes et à tous. Bon, Jean-Yves Veynaud, conseil départemental de Loire-Atlantique au service international. Donc, je suis en charge du suivi de l'appel à projet Solidarité sans frontières. Anciennement l'APADI, pour ceux qui le connaissaient à l'époque. C'est un dispositif qui est donc assez daté, je dirais. Le projet d'harmonisation et d'aller sur un document unique paraissait au département intéressant dans sa réflexion. Et ce qu'on en retient à ce jour, c'est que ça ne remet pas du tout en cause ou le fond, mais c'est plutôt la forme pour effectivement avoir un document unique et qui permet aux associations qui le souhaitent de candidater aussi bien au département, mais à la ville et à la région, et avec ce même type de document, ce qui permet de faciliter et non pas de complexifier. C'est pour ça que nous avons adhéré à la proposition du RRMA et d'un commun accord avec nos 2 autres collectivités, villes et régions. Alors, pour revenir sur l'appel à projet Solidarité sans frontières, que bon nombre connaissent, donc les thématiques
comme c'est précisé. Donc, on a l'égalité, accès aux droits, le développement éducatif, sanitaire et social, et l'environnement et gestion des ressources. Donc, ce sont les trois thématiques qui sont retenues, sur lesquelles effectivement les associations peuvent candidater. Concernant les critères pour l'association, le siège de l'association, bien entendu, être en Loire-Atlantique, œuvrer dans le domaine de la solidarité à l'international hors Europe, et l'association, bien entendu, doit avoir plus d'1 an d'existence. Un point important que l'on souligne parce que parfois il s'avère effectivement que les gens ne regardent pas le règlement dans les détails, et c'est un des éléments clés, je dirais, qui est à prendre en considération. Par contre, les associations peuvent présenter un projet porté par un collectif pays qui pourrait être étudié annuellement pour des actions menées collectivement. À ce jour, on en a très peu, mais il faut savoir que l'appel à projet peut y répondre. Sur la dépôt de demande, donc c'est un dépôt annuel. Donc l'appel à projet est ouvert actuellement du 2 janvier au 3 mars, comme chaque année. Seulement un dossier peut être déposé par an par l'association. Et si elle a candidaté effectivement sur l'année N-1, à l'année N où elle dépose son nouveau dossier, elle doit bien entendu produire un bilan pour prétendre éventuellement à déposer un nouveau dossier. Par contre, au moment où l'attribution de la demande de subvention est produite, elle a 18 mois pour réaliser son projet. Alors, bien entendu, cette année très singulière par rapport au contexte de la Covid, il a été notifié aux associations qui ont bénéficié du soutien du département que ce projet pouvait effectivement se poursuivre un peu plus loin pour la mise en place de ce projet et la réalisation dans les meilleures conditions possibles. Les conditions d'accès donc au cours de l'appel à projet pour toute nouvelle association qui en fait une demande, il y a un rendez-vous préalable nécessaire pour pouvoir échanger de l'association qui présentera son activité et son projet. Ensuite, elle pourra déposer un projet. Par contre, pour toute association qui n'a pas fait de demande dans les 5 dernières années, il est nécessaire que cette association-là sollicite à nouveau un rendez-vous pour qu'on puisse effectivement échanger de la même façon que pour une nouvelle association. Donc, concernant le renouvellement, je l'ai évoqué. Sur les montants, combien l'association effectivement peut solliciter au département. Donc, le soutien financier est de 1 500 minimum je précise bien minimum, et donc plafonné à 20 000 € par projet et par an, avec un maximum de 50%. 50%, c'est du projet global. On intègre bien, effectivement, comme le disait tout à l'heure ma collègue de la ville, il faut bien intégrer aussi la valorisation, toute la valorisation effectivement bénévole, que parfois bon nombre d'associations ont tendance à oublier. Je le précise notamment pour les petites associations, celles qui ont l'habitude de cette complexité parfois de dossiers, le savent bien, mais les petites associations qui en font une première demande, effectivement, ont tendance à l'oublier, de ne pas valoriser cet aspect-là. Et également, présenter un budget équilibré, ça va de soi, mais ce n'est pas forcément évident pour tout le monde. Et puis, bien entendu, le budget du projet doit être intégré aussi au budget de l'association. Ce n'est pas effectivement un budget à part. Bien entendu, il y a le budget projet, mais il doit être globalisé dans le budget de l'association qui est présenté, qui permet de voir la solidité financière et la capacité de l'association pour porter le projet sur lequel elle sollicite le département. Les différents critères d'appréciation du jury. Le jury est attentif aux conditions de viabilité économique
et de la pérennisation de l'action, c'est quelque chose qui est très important de pouvoir se projeter sur la pérennisation de l'action. Également, le développement durable visant la cohérence entre les aspects sociaux, environnementaux et économiques, culturels seront bien entendu pris en compte. L'association doit pouvoir justifier d'un apport de 20% en contribution financière ou valorisation au budget de l'action présentée. Ça, c'est important. Je pense que c'est relativement facile à faire, à poser. Bon, il faut savoir que si vous avez des difficultés sur ces différents points-là, soit le service du département de Loire-Atlantique est à votre disposition, donc vous avez mon contact sur le site internet et dans le formulaire où vous pouvez prendre attache, je pourrais vous apporter tout renseignement nécessaire, ou bien également vous avez les services du RRMA qui sauront vous apporter aussi tout l'aspect technicité si ça vous paraît complexe pour bien intégrer ces différents points-là, aussi bien en dépenses et recettes, parce que souvent c'est cette gymnastique qui n'est pas forcément évidente pour les uns, pour les autres, en se posant la question, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, qu'est-ce qui est possible? Donc, sachez qu'on est bien entendu à votre disposition pour répondre à ces points-là. Également, un point important qu'on souligne aussi, c'est sur le dépôt de dossiers. On est en version dématérialisée, donc très important, et c'est précisé dans le règlement, donc je vous encourage à bien consulter le règlement, malgré qu'on est sur un document commun. Comme le précisait Mathilde tout à l'heure, les règlements sont différents des uns des autres, des appels à projets, et il faut surtout regarder ces petits points de détail, parce que l'aspect dépôt de dossier, par exemple, au département, il est uniquement dématérialisation, ce qui veut dire qu'on ne reçoit aucun dossier papier. Donc, il est adressé, vous le transférez effectivement en allant sur le site, vous allez prendre connaissance de la fiche d'orientation qui doit être jointe au dossier, et puis également qui vous envoie vers un lien qui vous permet d'envoyer le formulaire avec les différentes pièces jointes annexes, s'il est nécessaire, via cette adresse contact@loire-atlantique.fr, ce qui vous permet effectivement de faire un dépôt de dossier en dématérialisation. Là-dessus, vous aurez effectivement un document, un accusé d'enregistrement qui vous permet de bien vous assurer que votre dossier a bien été déposé sur la boîte morale et il est enregistré. Si vous n'avez pas effectivement reçu cet accusé d'enregistrement, il ne faut pas hésiter à nous appeler, ce qui veut dire qu'il y a un problème, soit le document est trop lourd. Dans ces cas-là, il y a une possibilité, c'est d'envoyer en plusieurs documents avec plusieurs mails et en précisant document 1 sur 5, voilà, 2 sur 5, et puis au dernier document, vous mettez fin de l'envoi, et puis on rassemble toutes les pièces. Parce qu'on a déjà eu le cas, effectivement, à un moment donné, une association nous a appelé en disant « mais je n'ai pas eu de nouvelles de mon dossier », et malheureusement, on n'avait pas eu réception de son dossier. Donc, c'est déplorable pour l'association et également pour nous. Rassurez-vous, ça arrive très rarement, c'est arrivé une fois, mais je tiens à le préciser. Donc, soyez vigilants. Bon, ces points-là sont bien précisés dans le règlement, mais il est nécessaire d'y apporter une attache particulière. Voilà, je vais passer maintenant le relais à ma collègue Yolanda Silva Ferreira, qui fait également l'appel à projet avec moi, qui va vous parler effectivement sur le « dites-nous-le une fois », puisque c'est aussi un peu une particularité de la Loire-Atlantique aujourd'hui. On est un peu en avance là-dessus, mais ce qui permet de faciliter aussi toutes les pièces annexes qui parfois sont un peu redondantes pour les uns et pour les autres. Et voilà, et donc je vous souhaite une bonne journée. Je reste à votre disposition et vous pouvez soit effectivement avoir mon contact via le site internet de Loire-Atlantique, appel à projet, ou bien donc au cours de cette discussion de revenir vers moi. À toi, Yolande. Voilà. Donc, bonjour, Yolanda Silva Ferreira. Donc, je travaille sur les dossiers Solidarité sans frontières avec Jean-Yves Hainaut, plus sur la partie, on va dire, instruction du dossier. Après, c'est vrai que quand vous contactez le service international,
Jean-Yves, comme moi, on est en capacité de vous répondre. Donc moi, là, aujourd'hui, j'interviens plus sur le Dites-le nous une fois. Donc ça fait un peu plus d'un an que le département de Loire-Atlantique souhaite simplifier la partie administrative des demandes de subventions, mais de manière générale, les demandes au département, quel que soit le service. Donc c'est vrai que le nouveau document d'harmonisation vient complètement dans cette lignée. Donc, comme je disais, le Dites-le nous une fois, c'est vraiment sur l'ensemble du département. Donc, peut-être que votre association a déjà déposé une demande de subvention sur un autre domaine, que ça peut être culturel ou sportif, ou voilà. L'idée, c'est que lorsque vous faites une première demande au département, le document obligatoire, ce sont les statuts à déposer. Donc, c'est une seule fois. Après, si dans 2 ans ou 3 ans, vous faites une demande, ce document-là ne sera plus nécessaire. Alors, les statuts, je précise, il faut qu'ils soient conformes, c'est-à-dire datés et signés. Souvent, ils sont signés, mais pas toujours datés. Et du coup, ils sont juridiquement pas conformes dans ces cas-là. Donc, ça, c'est important. Ça arrive que, comme c'est un « dites-le nous une fois », on est en train de le mettre à jour, on peut, pour des associations qui ont demandé une subvention il y a un peu plus longtemps, on peut vous redemander ces statuts-là afin qu'on complète notre logiciel. Mais si on vous le demande une fois, on ne vous le redemandera plus après. Donc ça, c'est le document qu'on vous demandera qu'une seule fois. Autrement, tous les ans, les documents qui sont à fournir une fois par an au niveau du département, je parle toujours au niveau du département, hein, pas que pour la Solidarité sans frontières, c'est le PV de l'AG, daté et signé également, parce que souvent, il n'est pas daté et signé, et les comptes annuels ou les comptes du commissaire aux comptes dans lesquels relève la dernière subvention attribuée de l'appel à projet Solidarité sans frontières. Voilà, ça permet de justifier en fait les derniers versements. Donc ça, c'est une réglementation des finances publiques. Et puis, donc si pareil, vous avez déjà adressé ces éléments-là, alors nous, on est en début d'année au niveau du département, donc moi, je mets à jour le logiciel pour que si vous fassiez une demande dans un autre service, vous n'ayez pas à les fournir une deuxième fois. Et puis, les pièces à fournir à chaque demande, ça c'est incontournable, c'est le CERFA national de demande de subvention et un RIB. Un RIB, ça c'est vraiment essentiel. Vous nous l'avez peut-être déjà fourni, mais le RIB, on le vérifie à chaque fois parce qu'une subvention qui est mal partie, après, c'est très compliqué en fait et ça retarde votre projet. Donc, vaut mieux envoyer un RIB à chaque fois. De toute façon, c'est la règle. Moi, je vous le demanderai s'il n'est pas dans le dossier, plutôt qu'une subvention qui se trouve bloquée à cause tout bêtement d'un document administratif. Voilà. Donc ça, c'est vraiment dans le cadre d'une demande de subvention générale. Et puis après, concernant l'appel à projet Solidarité sans frontières, il y a les documents comme le formulaire qui viennent préciser l'analyse et la compréhension du projet, voilà, qui sont du coup exposés dans le tableau de demande de documents du formulaire commun. Voilà. Donc, je pense, moi, avoir fait le tour pour ma partie. Si jamais il y a des questions, pareil, je reste disponible. Merci. Merci Jean-Yves et Yolande. Alors, s'il n'y a pas une question pratico-pratique sur ce que vous venez d'exposer, on gardera, comme je le disais, les échanges pour la fin. Je vais laisser maintenant la région, donc ça va être Marie-Estelle qui fera la présentation, présenter donc son dispositif, le Fonds d'appui à la coopération internationale, qui a, mais bon, Marie-Estelle le dira mieux que moi, deux spécificités par rapport aux autres dispositifs peut-être. C'est premièrement qu'il est ouvert aux acteurs outre qu'associatifs, et deuxièmement qu'il comporte un volet un petit peu à part qui est la sensibilisation aux objectifs de développement durable sur le territoire des Pays de la Loire. Et donc ça fait l'objet d'un formulaire à part qui est resté celui
qui étaient en usage les années précédentes. Marie-Estelle, je te laisse la parole. Merci. Et puis, Béatrice Mouden me complétera aussi, puisque nous sommes deux à travailler sur ce dispositif. Donc, Marie-Estelle Sissoko-Bourgeon, donc je suis à la région, à la direction des affaires internationales en tant que chef de projet. Et j'accompagne l'ensemble des acteurs de la région qui ont des relations avec la zone Afrique. Du coup, tout ce qui a été dit précédemment va effectivement bien servir aussi pour nos propres dispositifs. Donc, je ne vais pas forcément aller dans le détail, parce que sur les critères, sur le fonctionnement, sur le dépôt en ligne, on en dira quand même 2 mots à la fin. Mais voilà, on a des fonctionnements similaires. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a réussi à aboutir à un formulaire commun. Je tiens aussi à remercier quand même l'accompagnement du réseau, parce que c'est grâce aussi au réseau Pays de Loire Coopération Internationale qu'on a pu aboutir à ce projet. C'est une vraie force sur notre territoire que d'avoir des acteurs qui peuvent accompagner à la coordination. Donc, sur notre dispositif, effectivement, il n'a pas évolué ces dernières années. C'est vraiment une grosse évolution qu'il y a eu en début de mandat. Mais voilà, on n'a pas eu d'évolution majeure. Nos thématiques, elles sont finalement très rapprochées des compétences régionales. Ça a été le souhait en début de mandature de rapprocher les thématiques d'intervention des compétences de la région. Effectivement, en cours de mandature, on a rajouté cette question de la sensibilisation aux ODD en Pays de la Loire, parce qu'on avait effectivement interrompu le financement d'actions en Pays de la Loire. Or, il y avait vraiment beaucoup d'acteurs qui travaillaient sur ce sujet-là. Donc, c'est un peu l'héritage d'un dispositif précédent qu'on avait sous les autres mandatures, et qui permet, pour le coup, de financer des projets sur le territoire, mais alors des projets d'envergure régionale. Et on favorise les projets multi-acteurs et qui ont aussi une résonance aussi avec les politiques publiques de la région. Voilà, donc sur les caractéristiques de notre dispositif, vraiment, je vous invite à lire le règlement, parce il faut le lire pour avoir bien conscience des différents critères et financiers, voilà, sur le budget minimum des projets qui doit être de 20 000 € annuels. Donc voilà, ça c'est un critère qui est important. Il y a plein d'autres critères financiers dont il faut prendre connaissance, des critères, on va dire, excluants, c'est-à-dire que si vous n'y répondez pas, votre projet ne pourra pas être étudié. Et puis des critères d'appréciation, où là on va vraiment du coup en comité évaluer la qualité du projet en fonction de ces critères. Bon, comme on l'a dit précédemment, la pérennité des projets est essentielle, leur impact, les perspectives post-projet, le partenariat local. C'est vrai que nous, on exige une convention de partenariat avec un partenaire local qui soit même de moins de 2 ans. Enfin, elle peut être antérieure, mais il faut qu'il y ait signe d'un renouvellement de cette convention et qui soit en phase aussi avec le projet porté. On insiste effectivement beaucoup sur le retour des projets sur le territoire. C'est indispensable de prévoir une action soit de sensibilisation ou de valorisation du projet en Pays de la Loire. Les élus en place, ils sont sensibles aux projets qui sont portés en partenariat avec d'autres types d'acteurs que des acteurs associatifs, le monde économique notamment, comment est-ce qu'on valorise aussi les savoir-faire des entreprises sur le territoire et développer une logique vraiment de partenariat et gagnant-gagnant des deux côtés. La considération environnementale est importante sur les projets. La valorisation aussi des compétences et des savoir-faire au sud, parce qu'on a parfois des porteurs de projets qui sont plutôt anciens et qui ont réalisé beaucoup de formations. Donc, l'idée, c'est de pouvoir aussi s'appuyer sur ces ressources humaines compétentes sur place pour pouvoir monter de nouveaux projets. Donc ça, c'est un exemple. On apprécie les projets pluriannuels. Et puis voilà, je vais m'arrêter là. Je pense qu'on répondra plutôt aux questions si vous en avez. Ce qui est sûr, c'est qu'on est en réflexion sur l'évolution du dispositif. Mais que cette réflexion, on la remet à la période post-électorale, puisque, comme vous le savez certainement, les élections sont aujourd'hui programmées mi-juin,
Et généralement, effectivement, c'est l'occasion de réfléchir, de prendre du recul sur les dispositifs et de les améliorer. Donc, il y aura une réflexion, et je pense qu'elle est attendue par pas mal d'acteurs, une réflexion sur le fond aussi de ces dispositifs pour toujours tendre vers une amélioration. Et c'est vrai que l'harmonisation des formulaires est une première étape, à notre sens, pour en tout cas faciliter le travail des acteurs. On aura donc ce premier comité qui se déroulera en mai, certainement. Le dépôt des dossiers se fait au 31 mars, c'est la date butoir. Et on espère pouvoir passer les premiers dossiers à la commission permanente de juillet. Mais là encore, je mets une réserve par rapport à cette échéance électorale qui peut bouleverser un petit peu le calendrier des commissions. Et alors, généralement, il y a un deuxième comité à l'automne parce qu'il y a un reliquat d'enveloppe. L'enveloppe n'est pas consommée en un comité. L'enveloppe, je peux la dire aussi, l'annoncer, elle est de 500 000 € chaque année. Et voilà. Donc, je pense que j'ai dit un petit peu ce que je voulais. N'hésitez pas à poser des questions. Puis, je vais passer la main à Béatrice Mouden pour qu'elle vous donne quelques informations plutôt pratiques sur le dépôt en ligne. Oui, merci et bonjour à tous. Donc, du coup, je voulais compléter les propos de Marie-Estelle par rapport au fait que de notre côté également, au niveau de la région des Pays de la Loire, le dépôt est un dépôt dématérialisé. Donc, vous avez à votre disposition, effectivement, sur le site du Conseil régional, le lien vers le Fonds d'appui à la coopération internationale. Alors, il y a effectivement un certain nombre de documents à joindre directement en ligne. Donc, n'hésitez pas, si vous aviez des difficultés ou des questions par rapport à tout ça, à me faire un mail ou m'adresser un appel. Nous avons eu une refonte un petit peu de cette plateforme qui héberge une trentaine de dispositifs régionaux, donc ça a dû être un petit peu revu. Donc du coup, il y a eu peut-être des changements de votre côté, donc n'hésitez pas aussi à revenir vers moi si vous rencontriez des difficultés pour le dépôt des dossiers. Voilà. Mais je suis à votre disposition pour les questions si vous en avez. Très bien, merci beaucoup Marie-Estelle et Béatrice. Et puis du coup, sans plus tarder, je vous propose de vous dévoiler ce formulaire pour ceux qui n'en auraient pas encore pris connaissance en ligne. Une petite précision, c'est aussi un formulaire qui a été développé en regardant ce qui existait du côté de l'agence des micro-projets. Il y a Myriam Bessy qui travaille à la Guilde, qui du coup instruit les dossiers que les associations soumettent dans le cadre de ce dispositif des micro-projets. Et donc là, pour le coup, les formulaires ne sont pas communs, mais en réalité, en ayant complété le formulaire que je vais vous présenter là, il y aura très peu d'ajustements à faire si vous souhaitiez par ailleurs déposer un dossier de demande de subvention à l'agence des micro-projets. Donc, on a aussi regardé ça parce qu'on sait qu'on a aussi un certain nombre d'associations du territoire qui émargent au dispositif de l'agence des micro-projets. Alors, vous avez le formulaire sous les yeux, normalement, si mon écran s'affiche correctement, les rappels préliminaires et puis surtout, très important, comme on disait, les liens vers les pages des trois dispositifs qui pourront vous permettre d'accéder au règlement, à l'ensemble des documents nécessaires et puis au contact qu'on vous a remis ici. Vous l'avez entendu dans les présentations, vous avez des interlocuteurs qui sont très disponibles. Donc, n'hésitez pas à les solliciter quand vous avez un doute sur l'éligibilité de votre projet, sur les pièces qu'il faut fournir. Mieux vaut les solliciter en amont qu'être pris de court après le dépôt du dossier. Alors, donc, en début de formulaire, on va vous demander de cocher les dispositifs auxquels vous émargez, puisque vous l'avez bien compris, vous pouvez remplir ce formulaire pour demander une subvention à un seul de ces dispositifs, à 2 ou à 3.
Évidemment, ça dépend aussi de votre localisation. Une association nantaise pourra émarger aux 3 dispositifs, une association angevine pourra uniquement demander une subvention à la région. Mais c'est le même formulaire qui s'applique dans tous les cas, et donc on vous demande ici de le renseigner. Cette partie synthèse, comme c'est indiqué, elle se remplit toute seule. Donc, cherchez pas à la remplir. C'est un formulaire qui est contraint. Donc, vous ne pouvez pas faire des modifications comme vous le souhaitez. Donc, c'est normal que dans cette partie-là, vous ne puissiez cliquer nulle part. On récupère les informations que vous remplissez par ailleurs pour faire cette synthèse. Voilà, on vous demande un résumé de votre projet, et là aussi, vous le verrez, tout est contraint dans le sens où on a indiqué des limites de caractères et parfois des formats pour des dates, etc., dans chaque catégorie, et ça vraiment dans un souci de facilitation du travail des instructeurs. Enfin, déjà, aussi pour vous, pour vous donner un ordre d'idée de ce qui est attendu en face, c'est-à-dire, c'est pas la peine de faire 3 pages de présentation de votre projet à ce stade-là. C'est pas ce qui est attendu de vous, du coup vous perdriez votre temps à le faire, et puis en face les instructeurs auront des formats similaires pour lire l'ensemble des dossiers qu'ils recevront. On demande rien d'extraordinaire de présenter le porteur de projet. Donc le porteur de projet, c'est bien l'association française qui dépose le dossier avec une personne contact pour la demande, donc la personne référente pour le projet qui est proposé. Ça peut être le président de l'association ou un autre administrateur, ça peut être aussi une personne qui est chargée du projet de manière plus ponctuelle. On vous demande si votre structure est adhérente au réseau Pays de la Loire Coopération Internationale. C'est un impératif pour le dispositif FACI, pour le dispositif de la région. Pour les autres collectivités, c'est pas un impératif. Après, ça leur permet aussi de savoir si vous êtes engagé dans la dynamique régionale, dans le réseau, et si vous avez la possibilité de vous faire accompagner éventuellement dans vos projets. Question importante et qui est souvent un petit peu mal comprise, quel est le rôle de votre association, quel est votre rôle dans la mise en œuvre du projet? Ça, c'est important de voir quelle est l'articulation entre le partenaire au sud ou les partenaires au sud et votre association. Quelle est votre valeur ajoutée? Pourquoi est-ce que vous proposez ce projet plutôt qu'un autre? Et voilà, c'est important aussi de comprendre quelle sera votre implication et de voir que votre association n'est pas un simple passe-plat entre une association partenaire ou un partenaire de terrain et les collectivités auxquelles vous soumettez le dossier. On arrive maintenant à la présentation du projet. Donc, dans les statuts, on vous demande si le projet, donc vous voyez, vous pouvez sélectionner à chaque fois les propositions, on vous demande si c'est un nouveau projet que vous n'avez pas encore soumis aux collectivités ou si c'est une demande de poursuite de renouvellement. Peut-être qu'on fera un petit point là-dessus dans les échanges en fin de présentation. Il est possible de proposer des projets pluriannuels. Marie-Estelle le disait, pour la région, c'est même quelque chose qui est plutôt bien vu. Mais ceci dit, les projets sont vraiment instruits annuellement et les engagements, les conventions ne sont signés que sur une base annuelle. Donc, si vous avez soumis un projet pour une durée de 2 à 3 ans, il faudra bien soumettre une demande de renouvellement pour valider l'engagement continu des collectivités en face. Voilà, on vous demande le titre du projet. Et là aussi, petite évolution, j'espère pour vous simplifier la vie. Vous l'avez entendu, dans le cas du département et de la ville de Nantes, il est impératif de continuer à joindre un CERFA. Voilà, le CERFA, c'est ce formulaire qui est commun à l'ensemble des administrations en France et qui est une base commune pour l'instruction des demandes de subventions. Et on a indiqué dans le formulaire chaque partie qui était à reporter dans le CERFA. Donc là aussi, pour vous dire, c'est pas la peine de réinventer la roue entre les 2 formulaires. On sait bien que c'est répétitif, mais c'est un impératif administratif. Il vous suffit, pour telle et telle partie, de faire un copier-coller dans le CERFA et pas forcément d'aller réinventer des nouvelles choses. Voilà, vous l'avez compris, donc chaque dispositif a ses thématiques éligibles
qui quand même globalement se rejoignent, même si elles sont pas présentées de la même façon, ou elles vont mettre plus l'accent sur certaines sous-thématiques. Mais beaucoup de projets peuvent quand même rentrer dans l'ensemble des dispositifs. On vous demande ici de cocher les thématiques pour chaque collectivité à laquelle vous déposez un dossier. Voilà, chose très importante aussi qui n'a peut-être pas été mentionnée dans les présentations, tout le monde aujourd'hui cherche à évaluer les projets de coopération sous le prisme des objectifs de développement durable. Donc, je pense que maintenant, toutes les associations qui sont présentes aujourd'hui savent ce que c'est que ces ODD qui ont été définis par les Nations Unies. Si vous n'y êtes pas encore familier, allez sur le site, vous avez le lien. Voilà, c'est important de aussi se positionner par rapport à ces engagements mondiaux qui ont été pris dans le cadre de l'agenda 2030. On vous demande le pays, la localité de l'action, et vous avez la possibilité, en cliquant ici, d'insérer une carte si vous le souhaitez. On arrive sur la partie identification des besoins qui est essentielle, puisque on vous demande l'historique du projet, et là, on cherche à savoir un peu comment vous êtes arrivé dans cette localité, avec quel partenaire, comment le lien s'est construit, comment vous avez identifié les besoins. Et puis, dans l'analyse du contexte, on va vous demander d'aller un petit peu plus loin sur les éléments qui sont ressortis de votre phase de diagnostic et qui vous ont permis d'élaborer le projet que vous proposez. Et là, on arrive à une question sur l'implication des autorités locales, puisque je pense que les 3 collectivités vous ont dit que c'était essentiel. Voilà, le projet doit être co-construit avec l'ensemble des parties prenantes, et les collectivités, les autorités locales sont la plupart du temps des parties prenantes. En tout cas, il faut au moins avoir fait du lien avec elles, les avoir informées, être sûr que le projet n'aille pas en contradiction avec une politique territoriale, etc. Voilà. On arrive ensuite à une partie de présentation des partenaires du projet avec un focus sur votre partenaire principal. Et ça, c'est un impératif dans ces 3 dispositifs, que d'avoir un partenaire au sud qui va s'assurer au quotidien de la mise en œuvre des activités, de leur suivi, du lien avec les bénéficiaires, les partenaires locaux, les autorités locales, etc. Donc, on vous demande en premier lieu de renseigner des informations sur ce partenaire principal. Et là aussi, on vous demande quel est son rôle. Donc, on veut aussi s'assurer que le projet a été construit dans une dynamique de mutualisation, de partenariat, d'échange, et que ce n'est pas le porteur ou le partenaire local qui finalement a tout construit dans son coin. Voilà, il est possible évidemment d'avoir d'autres partenaires dans un projet, en France et dans le pays d'intervention. Donc là, vous pouvez les renseigner de manière un petit peu plus succincte. Et on vous propose aussi de sélectionner la modalité, le type de partenariat qui est en question. Voilà. J'avance sur les bénéficiaires du projet. On vous a dit là aussi que c'était essentiel d'impliquer les bénéficiaires dans chaque étape du projet. Donc, cette partie va servir en fait à montrer que c'est dans ce sens-là que votre projet a été construit. Donc, on vous demande de qualifier ces bénéficiaires, combien ils sont d'abord et puis quelle est leur nature, est-ce qu'ils ont des particularités, est-ce que c'est un projet qui cible avant tout les jeunes filles, est-ce qu'ils ciblent les écoliers, les jeunes en situation de déscolarisation, voilà. Qualifier le public bénéficiaire, et puis on vous demande comment ils ont été impliqués dans le projet et comment ils vont continuer à l'être dans sa mise en œuvre et son évaluation. On pose également la question des bénéficiaires indirects, donc ces personnes qui ne sont pas directement impliquées dans vos activités, qui ne sont pas directement bénéficiaires de vos actions, mais qui, parce qu'ils font partie des familles des personnes formées ou de la localité dans laquelle on travaille sur l'infrastructure en eau, vont indirectement avoir une amélioration de leur qualité de vie ou bénéficier d'un impact positif de votre projet. Voilà.
Une question transversale, essentielle, je pense maintenant pour l'ensemble des bailleurs, comment est-ce que vous prenez en compte le genre dans la construction et la mise en œuvre de votre projet. Alors, on voit souvent quand on discute avec les associations qu'il y a parfois une assimilation à genre égal intégrer forcément des femmes dans toutes les activités. Non, c'est pas ce qu'on veut dire. Ce qu'on vous demande, c'est d'y avoir pensé. C'est d'avoir réfléchi à la façon dont le genre contraint les interactions sociales et la participation au projet dans le contexte dans lequel vous évoluez. Ensuite, si vous êtes dans un contexte où, je ne sais pas, les femmes ne peuvent pas conduire, on ne va pas vous demander de leur donner un permis de conduire et de les forcer à se mettre au volant, par exemple, du véhicule qui est fourni par le projet. Mais on va vous demander de démontrer que vous avez réfléchi à la question et que vous avez mis en place des processus qui permettent au moins de les consulter dans le diagnostic du projet, et puis quand c'est possible, quand c'est pertinent, de les impliquer. Et inversement, si vous avez un projet qui ne cible directement que des femmes, comment vous avez aussi consulté les hommes pour vous assurer que ce que vous mettez, que les outils que vous mettez à disposition des femmes, ils vont être aussi compris, admis, acceptés par les hommes de la communauté. Voilà ce dont on parle un petit peu. Et puis, on vous demande s'il y a d'autres thématiques transversales qui ont été prises en compte dans le ciblage des bénéficiaires, notamment tout ce qui est autonomisation des jeunes, inclusion des personnes en situation de handicap ou de tout autre public qui est particulièrement marginalisé ou qui est plus difficile à atteindre dans des projets de développement. On arrive ensuite à la partie sur la logique d'intervention qui est souvent la plus difficile à renseigner puisque ça fait référence à ce fameux cadre logique pour ceux qui ont pu s'y essayer dans le passé. Donc là, en fait, on essaye de voir, de vous amener à démontrer que votre projet a un cheminement logique, qu'on part bien de besoins qui ont été identifiés, d'une problématique centrale qui a été définie, et que derrière, vous avez construit des activités qui vont mener à des résultats, qui vont permettre de répondre à cette problématique centrale. Donc, il y a en premier lieu un objectif général et un objectif spécifique du projet à définir. L'objectif spécifique, donc c'est vraiment la problématique centrale, le cœur de votre action, ce qui a fait que vous avez eu envie de monter le projet. L'objectif général, c'est un objectif un petit peu plus large, un petit peu plus englobant, auquel vous allez contribuer à travers vos actions, mais sur lequel, seul, vous n'aurez pas forcément d'impact immédiat. C'est intéressant souvent de le raccrocher à ces fameux objectifs de développement durable, par exemple. Votre projet peut contribuer à éradiquer la pauvreté dans la zone d'intervention. Mais tout seul, avec un projet agricole ou de génération de revenus, vous n'y arriverez pas. Donc, c'est maintenant qu'on arrive à ce cadre logique qu'on a essayé de simplifier quand même un petit peu par rapport au format qu'on peut voir chez des bailleurs comme l'Union européenne ou l'Agence française de développement. On vous demande de définir un certain nombre de résultats. Donc, les résultats, c'est ce qui va amener un changement pour les populations bénéficiaires du projet. Par exemple, voilà, 200 personnes ont accès à une eau potable pendant toute la saison sèche. On amène bien un changement dans la situation des bénéficiaires. Et en face, on vous demande de montrer comment vous allez mesurer ce changement. Donc, dans l'exemple que je donnais, vous allez le mesurer, par exemple, avec des tests sur la qualité de l'eau, avec une mesure régulière du nombre de litres par personne qui est produit par les infrastructures que vous avez mises en place. Mais ça va aussi se mesurer par le bon fonctionnement d'un comité de gestion, de personnes qui ont été formées à la maintenance de l'infrastructure. Ça peut se mesurer aussi par tout ce qui est redevance. Si vous avez mis en place un système payant, voilà, est-ce que cette redevance est effective, est acceptée par les bénéficiaires, etc. Donc, c'est ça les indicateurs que vous allez devoir définir. Ce qui va être important, c'est voilà, de montrer que vous avez
définit des critères en fait, qui vous permettront en fin de projet de dire si votre projet est une réussite ou non. Mais il faut faire attention à ne pas mettre des critères que vous ne serez pas capable de renseigner par la suite. Par exemple, je ne sais pas, dire que vous allez diminuer le taux de mortalité dans une zone très large parce que vous construisez trois puits, vous ne serez jamais en mesure de le démontrer, vous ne serez jamais en mesure de le mesurer. Voilà. Et puis en face de ces résultats, donc, on vous propose de définir des activités qui là sont les actions concrètes que vous réalisez dans le projet. Recruter un menuisier, réaliser 3 forages, former le comité de gestion, etc., etc. Et puis, dans le cas de projets pluriannuels, on vous demande de mettre en face de chaque activité son calendrier. Voilà, donc là aussi, ça fonctionne sous ce format formulaire, donc vous pouvez renseigner les différentes parties. On a proposé 4 résultats et 4 activités par résultat. Ça ne veut pas dire qu'il faut se forcer à remplir toutes les cases. Si vous avez 2 résultats et 3 activités par résultat, c'est tout à fait entendable. Ce qui est important, c'est que votre projet soit logique, soit bien construit et qu'on en comprenne le cheminement quand on lit ce tableau. Arrivent les questions sur la viabilité du projet. Tout le monde a dit avant moi à quel point c'était essentiel. Donc, on va vous demander de parler de viabilité économique, technique et opérationnelle, institutionnelle, environnementale. Ça peut sembler un petit peu lourd, mais c'est essentiel aujourd'hui quand on travaille dans des projets de coopération internationale de se poser ces questions. Est-ce que les produits, services que j'apporte ont un impact négatif sur l'environnement à court terme, à moyen terme, à long terme? Est-ce que j'ai bien mis en place tout ce qu'il fallait pour que les bénéficiaires, les partenaires locaux, les autorités locales soient en mesure de faire fonctionner mes biens et services dans la durée? Et est-ce que économiquement, les personnes qui vont bénéficier à long terme de ces produits et services vont être en capacité de les maintenir. Voilà. Et puis, dernière partie narrative, c'est l'évaluation et le prolongement du projet. Et là, c'est aussi essentiel pour les 3 collectivités de voir que dès le début de votre projet, vous avez mis en place, vous avez imaginé un système d'évaluation. Donc, est-ce que ce sera en interne, à travers votre partenaire, en externe, avec la mobilisation d'un consultant? C'est à vous de définir ça, mais on vous demandera de l'expliquer. Et puis, la dernière partie, c'est cette fameuse restitution en Pays de la Loire. Comment est-ce que vous allez valoriser votre projet en Pays de la Loire? Comment, à travers les actions que vous menez à l'international, vous allez sensibiliser le grand public aux thématiques que vous traitez. Et pour ça, il y a différents, voilà, il y a plein de choses qui peuvent être imaginées. On connaît des associations qui interviennent en milieu scolaire, il y en a qui font des événements dans leur commune. Enfin, voilà, on peut imaginer beaucoup de choses. En tout cas, c'est important pour les collectivités. Le budget, donc il doit faire l'objet d'un formulaire distinct que je vais vous montrer tout de suite. Ici, on vous demandera simplement de reporter du coup les chiffres qui sont issus de la feuille de calcul Excel qui est proposée à côté, et on vous demande de détailler un petit peu plus les moyens humains qui vont être dédiés au projet. Donc là aussi, vous avez la possibilité de sélectionner leur statut, expatriés, volontaires, stagiaires, bénévoles, etc. Et de renseigner du coup leur fonction, la durée pendant laquelle ils vont être imputés sur le projet et la rémunération ou la valorisation à laquelle ça correspond. La dernière partie est importante puisque on vous demande de vérifier en fait, c'est une checklist, que vous avez bien attaché toutes les pièces qui sont nécessaires à l'instruction de votre dossier. Et comme on le disait, elles diffèrent encore un petit peu d'une collectivité à l'autre. Donc, vous avez bien les 3 colonnes qui correspondent aux 3 collectivités. Et il sera important de vérifier que vous avez l'ensemble des pièces justificatives.
à attacher au dossier. Voilà, je m'arrête sur le formulaire. Je vois qu'il y a un commentaire. Bon, c'est bon. Et je vous présente très rapidement le budget, puis comme ça, on pourra garder une bonne vingtaine de minutes pour les échanges. Hop. Donc, le budget, bon, c'est un tableau Excel. Il est contraint aussi, ce qui veut dire que vous êtes invité à toucher à toutes les cases blanches. Donc là, vous pouvez sélectionner la nature des dépenses. Là, vous pouvez remplir vous-même librement l'intitulé de la dépense. Et ensuite, on vous demande d'inscrire un nombre d'unités, de qualifier l'unité en question. Donc, par exemple, un forfait pour l'organisation d'un événement. Et de mettre un prix unitaire, et vous avez tous les calculs qui se font automatiquement. Là aussi, pour des projets pluriannuels, donc c'est à répéter sur année 2, année 1, année 2, année 3, avec un total qui se crée. En face, vous avez les ressources à qualifier de la même façon, avec des catégories, donc les fonds propres, les ressources privées, les subventions publiques, avec notamment évidemment les subventions demandées aux 3 collectivités en question, et puis les valorisations. Voilà, on vous l'a dit, c'est important aussi de valoriser tout ce qui est mis à votre disposition gracieusement, et tout votre temps bénévole passé sur les projets. Le seul détail qui, j'espère aussi, sera intéressant pour vous et vous simplifiera la vie, c'est que ce format vous permet de passer automatiquement de ce tableau au format CERFA. Donc si, par exemple, dans l'exemple que j'ai donné avec mon équipement à 20 €, si je le définis comme un achat matière et fourniture, je vais bien retrouver dans le format, dans achat matière et fourniture, mes 20 € et mon montant total. Et de la même manière, donc ce dernier onglet CERFA, vous n'avez rien à y entrer, c'est automatique. Et de la même manière, dans les ressources, si vous dites que vous voulez demander par exemple 5 000 € à la région, vous le retrouverez dans le CERFA, 5 000 €. Voilà pour les outils concrets. Je ne vais pas m'attarder, parce que je pense que c'est plus intéressant qu'on échange. Est-ce qu'il y a des premières réactions ou questions ? Je vois un premier commentaire de quelqu'un qui nous a quittés, mais qui a dit « ça va me faire gagner au moins 2 semaines de travail et d'énergie ». Donc, c'est un retour positif. Donc, peut-être, moi, j'avais moi-même une première question, parce que j'avais dit qu'on l'évoquerait, et c'est quelque chose qui me remonte souvent des associations. Donc, je pense que ça peut intéresser l'Assemblée. C'est la question du calendrier des dispositifs. Puisque voilà, on soumet des demandes annuelles ou pluriannuelles au mois de mars, qui sont instruites au mois de juillet, qui sont souvent financées avec des subventions qui sont versées pour une première tranche en septembre. Du coup, voilà, pour les différentes collectivités, quand on parle d'une année de projet, à partir de quand est-ce que ça commence ? Aurélia, je te laisse répondre en premier peut-être pour la ville de Nantes. Oui, bon, c'est une question un peu difficile, parce que ça va dépendre, je dirais, du projet. En tous les cas, nous, au niveau de l'ABDIS, comme on a 2 sessions d'appel à projet. Si vous candidatez pour la première session 2021, vous ne pourrez pas candidater avant la première session 2022. Et dans le même sens, c'est-à-dire si vous candidatez à la deuxième session 2021, donc pour l'été 2021, vous ne pourrez pas prétendre à l'ABDIS avant la deuxième session de l'année 2022. Donc on court vraiment sur une année entière de dépôt de dossier. Et voilà. Et après, par rapport, nous, on est plus sur ce calendrier-là de dépôt de dossier que finalement sur le projet en lui-même. Voilà. Idéalement, quand vous déposez votre dossier, ça veut dire que vous êtes vraiment au début de votre projet. Il peut quand même avoir commencé un petit peu, parce que généralement, quand on est
dans une prospective ou dans un début de projet, ça peut être compliqué d'avoir une idée de calendrier et tout, mais voilà, quand vous candidatez sur au moins la première fois, il faut vraiment être sur un début de projet. Et après, pour le renouvellement, je pense que c'est vraiment à échanger au cas par cas. C'est vraiment individualiser quelque part notre accompagnement et le suivi. Mais vraiment, on raisonne plutôt en niveau de session quelque part que par rapport à une durée de projet. Ok. Il y a une certaine flexibilité. Ouais. Question de Pierre Regnault. Oui, c'était par rapport au lien entre l'année passée et la demande de subvention. C'est plutôt par rapport à la région. D'habitude, on fait un bilan intermédiaire, un bilan annuel. Et on fait une demande de subvention à part. Là, j'ai cru voir que le bilan de l'année passée, il fallait le joindre à la demande de subvention. C'est bien ça? Alors, Béatrice. Oui, alors en fait, nous, au niveau de la région, ce qui nous intéresse quand vous faites un dépôt de dossier, par exemple, au titre de 2021, Oui. effectivement, c'est d'avoir le bilan des actions qui ont été réalisées précédemment. Que ce soit sur une année ou sur 18 mois, en fait, on s'adapte un petit peu à votre calendrier, mais en fait, au moment du dépôt du dossier en cours, c'est vrai qu'on aime bien avoir le bilan qui nous sert aussi, surtout sur des projets pluriannuels, à faire le bilan de vos activités et à présenter les résultats de vos activités à nos élus également. Donc, on le fait en même temps que la demande de subvention? Oui, enfin là, normalement, là, vous avez quelque chose en cours au niveau d'Agir. Oui. Donc, c'est bien d'avoir concomitamment le bilan des actions précédentes et puis la suite, puisque là, c'est vraiment dans la continuité. Ce n'est pas toujours le cas pour certains autres porteurs de projets, mais c'est souvent pour ce qui est dans la continuité. Donc, on aime bien avoir les deux. Oui, d'accord. Merci. Pour ce qui nous concerne, nous, on essaye de dire que la date qui fait foi, c'est à partir du moment où on vous a donné un accusé de réception de votre dossier et où votre dossier sera présenté en comité. Donc là, du coup, ça, c'est le démarrage un petit peu des actions pour nous. Après, on s'adapte aussi à votre calendrier de réalisation. On sait bien qu'actuellement, en plus, avec tous les aléas liés au Covid, etc., il y a beaucoup de choses qui sont remises en question. Donc, ça bouleverse pas mal les calendriers. Donc, on ne va pas être très à cheval. Je veux dire, sur des choses très, très contraintes, on va être assez souple par rapport à tout ce qui nous arrive actuellement et qui modifie quand même pas mal les actions sur le terrain également. Oui. D'accord. Ouais, du coup, là aussi, c'est plutôt à voir avec nous en direct et à toujours rester, nous informer le plus possible des difficultés que vous rencontrez pour pouvoir adapter le plus possible les choses aussi chez nous au niveau des budgets qui peut-être bougent un peu. On essaye d'être assez réactif par rapport à ça. Donc, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous. D'accord. Et oui, du coup, c'est vrai que dans le dispositif FACI, il y a une date établie d'éligibilité des dépenses, c'est à réception de l'accusé de réception du dépôt de dossier. Ce qui veut dire que les dépenses ne sont pas éligibles avant, mais elles peuvent l'être après si le porteur décide de mettre une date de démarrage de projet ultérieure. Alors que dans ce que décrivait Aurélia pour la ville de Nantes, il y a une flexibilité à démarrer les activités un petit peu en amont du dépôt de dossier. Exactement. Je ne sais pas, Jean-Yves, si oui. vous pouvez aussi préciser de votre côté. Oui. Tout à fait. De la même façon, oui, bon, le département de l'Atlantique, on est relativement bon. Il y a un appel à projet par an. Bien entendu, le départ du projet peut être anticipé parce qu'on sait bien qu'il y a déjà des préétudes et études qui sont liées au projet et bien entendu, l'association n'attend pas les subventions pour engager effectivement ces préétudes et études qui font partie intégrante effectivement du projet. Nous, la notification de la subvention donc est validée par la commission permanente pour 2021. On ne sait pas effectivement parce qu'il y a les élections et tout ça qui interviennent effectivement donc pour cette année. Mais généralement, sur une année normale, la commission permanente a lieu soit fin juin, début juillet. À ce moment-là, il y a une notification qui est adressée à l'association qui précise le montant si son dossier est retenu.
Et puis, c'est à partir de cette date-là, elle a 18 mois, effectivement, pour réaliser et produire un bilan. Tant qu'il n'y a pas ce bilan, elle ne peut pas prétendre à redéposer un dossier. Bien entendu, les 18 mois, effectivement, ils sont, bon, c'est un cadre, mais d'un échange entre l'association et le département, ça peut effectivement glisser. Ça peut être 24 mois s'il est nécessaire. Parfois, il y a des contraintes locales qui font, et ça peut être des contraintes de par la nature ou bien d'élections également chez eux, ou quelle qu'elle soit. Donc, ça peut glisser. Mais ce qu'il faut savoir, ce qui est important, c'est que tant qu'effectivement ce bilan n'est pas produit, l'association ne peut pas déposer un nouveau dossier. Oui, même sur la continuité d'un projet. Juste préciser que c'est également le cas pour la ville de Nantes. Effectivement, avant un renouvellement, on doit avoir la possibilité d'accéder à votre bilan de projet, que ce soit dans le cadre d'un programme pluriannuel ou même pour un nouveau projet. Effectivement, il faut qu'on ait pu avoir accès à un premier bilan. Très bien. Il y a une question de Nadège dans le chat, et puis après Françoise, j'ai vu que tu te manifestais. Est-ce que je peux montrer où trouver le document Excel, cher président? Alors, le document Excel, si par exemple, attendez, je repartage mon écran. En fait, les documents, ils sont accessibles sur les pages dédiées à chaque dispositif de chaque collectivité. Oui. Dans l'exemple que je vous montre, si vous allez sur la page de la région Pays de la Loire dédiée au FACI, vous trouvez dans Déposer un dossier, modèle de budget, et vous allez bien tomber sur le modèle que je vous présentais à l'instant. Je ne sais pas si ça va apparaître à l'écran, mais en tout cas, voilà, moi, je me retrouve bien avec le modèle que je vous présente. Est-ce que c'est le cas? Vous m'entendez? Oui. Est-ce que c'est le cas pour la solidarité sans frontières? Parce que moi, je n'ai pas trouvé ce document dans… Non, on l'a pas joint parce que on avait jugé qu'il n'était pas nécessaire effectivement de complexifier effectivement avec ce tableau Excel. Donc c'est normal que je ne l'ai pas trouvé pour le département. On est bien d'accord. Effectivement, pour le département, vous pourrez le voir dans les fameuses pièces. Ça veut dire que pour le département, je n'ai pas à remplir ce document. Non. Oui. Hein, vous n'avez pas rempli. ça. Oui. Oui, si vous revenez sur les pièces justificatives à joindre au dossier, vous voyez bien que le département ne demande pas à ce qu'on remplisse ce formulaire commun. Après, du coup, vous êtes libre d'utiliser le modèle qui vous va, et surtout, ce qui importe pour eux, c'est le CERFA. Donc, ensuite, si vous déposez un dossier à une autre collectivité et que vous remplissez du coup le budget commun, votre CERFA sera rempli automatiquement et vous pourrez le reporter pour la demande au département. Mais eux ont fait le choix de ne pas l'imposer parce qu'effectivement, par rapport à leur procédure actuelle, ça faisait plutôt une complexification qu'une simplification. D'accord. Et j'avais une autre question, si je peux me permettre. Allez-y. Pour la valorisation des bénévoles, c'est de la valorisation de bénévoles en France ou à l'étranger, ou les deux? C'est pareil, c'est pour une demande. Pardon, moi je dis c'est pour les deux, mais peut-être que les collectivités veulent répondre. Moi, je pense que c'est pour les deux aussi. C'est pour les deux, oui. D'accord. Autant en France, on peut valoriser donc le travail de bénévoles. Ah oui. Autant à l'étranger, voilà. Le calcul se fait de la même façon, où il faut… voilà, c'est au niveau du calcul que je trouve que c'est pas forcément… Dans la notice, c'est pas forcément clair. Ou alors, j'ai pas bien compris. Je m'en excuse d'avance. Alors, en fait, il n'y a pas… En France, il n'y a pas de règles claires, établies, définies, imposées à tous sur le calcul du bénévolat et des valorisations. Alors, sur les valorisations type mise à disposition de biens, de locaux, de services, etc., l'idée est de le valoriser à hauteur du montant que ça aurait représenté si vous l'aviez payé ou rémunéré. Sur le bénévolat, il y a beaucoup de règles différentes. Certains conseillent d'utiliser un SMIC horaire brut chargé, ce qui permet d'avoir une base minimale pour tous.
D'autres vont dans des montants beaucoup plus importants, et notamment quand on valorise, dans le cas du RRMA par exemple, on valorise les apports d'un expert sur les questions de gouvernance en eau qui fait par ailleurs des consultances pour l'Office international de l'eau. Enfin, le valoriser à hauteur du SMIC, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc c'est un peu à la libre appréciation des associations. Après, il faut simplement montrer que vous avez un modèle qui est cohérent et qui est le même dans toutes les situations. Et pour la valorisation du bénévolat au Sud, là aussi, on va vous demander de faire du lien entre le montant que vous valorisez et la réalité des salaires dans le contexte local. Donc voilà, dans le cas de notre SMIC français, un SMIC français ne sera peut-être pas applicable à de la valorisation de bénévoles en Afrique. Il faudra voir un petit peu ce qui est le salaire. Alors, il n'y a pas d'équivalent de SMIC souvent, mais ce qui est un peu le salaire minimal pratiqué ou même défini par l'État, parce qu'il y en a quand même parfois. Voilà. Il y avait Françoise qui voulait poser une question, et puis après Sarah. Françoise. Eh bien, ma question rejoignait celle qui vient d'être posée, puisque je n'étais pas sûre d'avoir compris avec Monsieur Esnault si la valorisation était bien prise en charge dans le budget global. Mais apparemment, oui. Eh bien, oui, on doit la retrouver. C'est ça. Voilà. Et mon autre question, c'était à propos des frais engagés pour préparer le projet. Par exemple, actuellement, ils sont en train de faire des études, en train de faire… ils sont partis au nord pour revoir le contexte du village plus précisément, mais le projet n'est pas encore monté. Il est en train de se faire. Est-ce que ces frais engagés peuvent être pris en compte ensuite ou pas? Et la valorisation là, peut-elle également être prise en compte avant même le dépôt de projet? D'accord. C'est particulièrement au département que tu demandes, Françoise. L'un ou l'autre, parce que peut-être que c'est valable pour les deux. D'accord. Jean-Yves, peut-être je te laisse répondre d'abord. Mais… Oui, alors, avant que le projet soit engagé, pour une demande de soutien sur un projet, effectivement, on ne peut pas prendre un effet rétroactif, je dirais. Ça doit être globalisé dans le projet, dans le projet dans son ensemble. Bien entendu, ça va vous permettre d'établir le coût de votre projet. On le sait très bien qu'il y a un moment de l'ingénierie et tout, on ne va pas vous demander effectivement précisément à la période précise. Est-ce que c'est début 2021 ou si c'est en septembre 2020, vous voyez? Mais ce qui compte, c'est la notion de projet. Et par contre, si c'est des études qui ont été menées en 2019, donc là, il y a un décalage trop important. Oui, non. Et puis, il faut que ça reste raisonnable dans le projet. Parce qu'en réalité, si c'est des études qui ont permis effectivement à un moment donné, mais qui sont proportionnellement dans le budget pas du tout en adéquation et que ça représente principalement de l'étude par rapport au coût du projet derrière qui va en ressortir, là, ça va nous alerter. Oui, merci. Très bien. Est-ce que c'est valable aussi pour Nantes et la région, cette réponse, Aurélia? Oui, très bien. Et Béatrice? Oui, la même chose. Ok, donc typiquement des études qu'aurait mobilisé un expert sur le calibrage d'une infrastructure ou je ne sais quoi, oui, ça va, c'est directement lié au projet. Si c'est pas trop daté, ce sera pris en charge. Par contre, tout ce qui a pu être frais de déplacement des 2 dernières années pour connaître le contexte, etc., ça non, ça ne le sera pas. Exactement. Il ne faut pas que ce soit limité à la seule prestation justement d'évaluation, enfin de préparation. Oui. Tout ce qui est en préparation, non. S'il n'y a que ça, ça ne passe pas. Oui, chez nous, ça c'est pareil. Oui, il faut que ça fasse partie d'un projet, du projet global. Et juste l'étude tout seul, ça ne passe pas. Oui, bien sûr. Alors du coup, Sarah, tu voulais intervenir. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc moi, j'avais une question plutôt pour la région. En fait, dans le cas particulier justement des actions portées sur le territoire régional Pays de la Loire de sensibilisation aux EDD,
Oui. Ça a été abordé, mais je voulais m'assurer d'avoir bien compris. Nous, on n'utilise pas ce nouveau formulaire, on utilise les anciens. Et est-ce qu'ils sont disponibles? Parce que je ne les ai pas vus sur, Alors, sur le site. on a évoqué ça tout à l'heure avec Marie-Estelle et il faut qu'on adapte pour justement ce qui concerne la sensibilisation à la solidarité internationale parce que ce n'est pas tout à fait conforme à ce qu'on aurait voulu avoir dans le formulaire et on a un petit peu mis ça de côté pour pouvoir réactualiser le formulaire global. Mais peut-être qu'on vous demandera quelque chose de complémentaire. Ça, c'est vraiment atypique. Enfin, c'est un peu à part chez nous, donc il faut qu'on retravaille ça. Ouais, mais c'est prévu. Du coup, dans l'attente, Béatrice, il vaut mieux soumettre le formulaire spécifique de l'année dernière sur… De toute façon, on va faire ça assez rapidement. Donc, on essaye de pouvoir vous répondre rapidement pour que ce soit mis en ligne avec le bon formulaire. Mais vous pouvez d'ores et déjà commencer à travailler sur… je peux pas vous dire de bêtises, mais je pense qu'on va essayer de faire ça rapidement pour pas que justement vous travailliez sur quelque chose et puis qu'on vous redemande autre chose, quoi. Ok, super. Bah, merci beaucoup pour ces précisions. Très bien. Je vois qu'il y avait une question aussi sur, à laquelle Aurélia a répondu déjà dans le chat. Donc, est-ce que l'ABDIS est ouvert aux associations de l'agglomération nantaise ou de Nantes-Ville uniquement? Et donc, c'est bien les associations qui ont leur siège à Nantes, puisque c'est un dispositif qui est porté par la ville et non pas par la métropole. Exactement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant de conclure? Moi, je voulais en profiter pour finir, pour vous redire, pour ceux qui l'auraient vu passer, et vous dire pour ceux qui n'en ont pas encore pris connaissance, que le RRMA organise quand même pas mal de temps d'échange, de formation, de groupes de travail, de choses là, sur le premier trimestre 2021. Au bénéfice de vos projets. Donc, n'hésitez pas à vous en saisir. Je vous affiche l'ensemble de ces événements, mais tout est disponible sur notre site. On a notre catalogue de formations et de rencontres pour le premier semestre qui est en ligne. Sur les formations, il y a quelques nouveautés cette année avec une formation apprendre à présenter ou à pitcher son projet. Ça, c'est ressorti notamment de nos échanges avec des associations et des collectivités sur la difficulté pour certains de présenter à l'oral leur projet, alors que sur le papier, il y avait des super choses. Et puis une formation en partenariat avec le PSO sur la construction de projets sur la thématique de l'accès à l'eau et à l'assainissement. Et puis on aura aussi une formation sur l'intégration du genre dans le projet de coopération internationale. Donc on fait appel à une consultante spécialisée sur ces questions-là, qui travaille notamment avec les Nations Unies sur les questions de genre dans la coopération internationale. C'est sur 2 journées, ça va être assez dense, mais je pense que ce sera vraiment très, très intéressant. Et puis, 2 formations qu'on propose en partenariat avec l'Agence des micro-projets. Une qui arrive bientôt, qui est sur les activités génératrices de revenus. Ça aussi, je pense que c'est très intéressant parce que quand on parle de pérennisation des projets, souvent, un des moyens de pérennisation, c'est de mettre en place des activités génératrices de revenus à travers, je ne sais pas, une petite production maraîchère avec de la vente de surplus, à travers de la transformation de produits agricoles, des choses comme ça, ou la construction d'une offre de service qui soit rémunérée. Et c'est pas si simple en fait à mettre en place et à suivre. Donc cette formation est intéressante pour ça. Et il y en aura une deuxième un petit peu plus tard, donc que j'ai pas affichée puisqu'elle sera au mois de mai ou juin. J'ai oublié la date, mais sur le suivi évaluation de projet. Voilà, donc je vous invite à prendre connaissance de tout ça, vous rapprocher de nous s'il y a des choses qui vous intéressent. On vous partagera l'ensemble des présentations, les formulaires en question par mail. Voilà, il ne reste qu'à vous remercier tous pour votre participation, à remercier
le département, la ville de Nantes, le conseil régional pour ce travail quand même assez conséquent qui a été fait sur ces dispositifs et puis pour leur présence aujourd'hui. Et voilà, bon appétit et bon après-midi à tous.